Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un homme qui a fait quelque chose qui, même aujourd'hui, paraît un peu fou. Un peu. Carrément fou, oui. Il a volontairement introduit un fin tube de plastique, un cathéter, dans un cœur humain qui était en train de battre. Et ce geste, qui semble relever de la pure folie, a en fait ouvert un tout nouveau continent de la médecine. Cet homme, c'est André-Frédéric Cournant. Et ce qui est formidable, c'est que pour explorer son parcours, on a une source vraiment particulière. Oui, une biographie écrite par Ewald R. Webel pour l'Académie nationale des sciences des États-Unis. Et le détail qui change tout, c'est que Webel a personnellement connu et travaillé avec Cournant. Ah, donc ce n'est pas un regard distant. Pas du tout, on a un regard de l'intérieur, presque intime, sur l'homme et sa façon de penser. Oui, et c'est ça qui est précieux. On n'a pas seulement les faits, le quoi et le comment. On a une chance de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui animait cet homme ? Notre mission, c'est de comprendre comment un jeune Parisien, qui était aussi à l'aise dans les galeries d'art et sur les sommets des Alpes que dans un labo, est devenu ce lauréat du prix Nobel. Pour comprendre un personnage aussi complexe, il faut vraiment remonter aux origines. Il est né à Paris en 1895 et sa personnalité est le fruit d'une double influence familiale assez fascinante. De côté, sa mère. Voilà, sa mère, qui lui insuffle un amour pour l'imagination, les arts, l'aventure. La biographie l'a décrit comme ayant un esprit aventureux. C'est le côté rêveur, l'artiste si on veut. Et de l'autre côté, le père, Jules Cournant. Et lui, c'est le pragmatique. C'était un dentiste de renom, mais pas seulement. C'était aussi un inventeur, avec 25 brevets à son nom. Ah, quand même. C'est lui qui montre au jeune André que les idées, c'est bien, mais que le but, c'est de les transformer en solutions concrètes qui fonctionnent dans le monde réel. C'est cette tension entre l'imagination et le pragmatisme qui va le définir. Exactement. D'ailleurs, c'est avec ce père inventeur qu'il découvre l'alpinisme. Et ce n'est pas un détail. L'alpinisme, c'est l'école du risque calculé. On analyse, on prépare, on évalue le danger, et ensuite on s'engage. On voit déjà poindre la méthode qui fera son succès. Tout à fait. C'est une métaphore parfaite de son approche scientifique. Et son parcours scolaire montre déjà cette indépendance d'esprit. À 16 ans, il quitte le lycée, le système classique. Oui, il préfère suivre un enseignement privé, plus axé sur la philosophie et les sciences. Il trace déjà sa propre voie. Mais son caractère va être véritablement forgé par une épreuve terrible. La Première Guerre mondiale. Oui. Il vient à peine de commencer ses études de médecine quand il est mobilisé. Il va passer plus de 3 ans dans l'enfer des tranchées comme chirurgien auxiliaire de bataillon. Il sera blessé, décoré de la Croix de guerre. Une expérience qui le marque au fer rouge, j'imagine. Il dira lui-même que c'est là qu'il a appris à faire face aux dangers et à prendre des risques. Mais ça lui apprend aussi autre chose, un scepticisme profond envers les vérités toutes faites et les dogmes. Dans les tranchées, les théories ne pèsent pas lourd face à la réalité. Ce qui est incroyable, c'est qu'après avoir vécu cet enfer, on pourrait s'attendre à ce qu'il se plonge corps et âme dans ses études. Mais pas du tout. Il retourne à Paris et on est en pleines années folles. Et il ne se contente pas de regarder le spectacle. Il plonge dedans. c'est ça qui est si surprenant. Il mène une véritable double vie. Le jour, il est interne en médecine, un travail exigeant. Et le soir, il fréquente l'avant-garde artistique parisienne. Son grand ami, c'est le peintre Jean Lurçat. C'est lui qui l'introduit dans le cercle très fermé de la galerie de Jeanne Bucher, qui est à l'époque l'épicentre de l'art moderne. C'est fou de se l'imaginer. Il passe ses journées à disséquer des poumons et ses soirées à discuter de cubisme avec le sculpteur Jacques Lipchitz. Lipchitz deviendra un de ses meilleurs amis. On est à des années-lumière de l'image du mandarin de la médecine, enfermé dans sa tour d'ivoire. Et c'est là, dans cet univers qui n'a rien à voir avec la fac de médecine, qu'il va rencontrer sa future femme, Sibylle. Qui n'est autre que la fille de la galériste Jeanne Bucher. Cette ouverture d'esprit, cette curiosité, c'est vraiment la clé pour comprendre la suite. Il ne voit pas de frontières entre les disciplines. Pour lui, l'art, la science, l'exploration... Tout ça participe de la même quête. Voilà. Et c'est cette mentalité qui va le pousser à prendre une décision radicale vers 1930. Donc on a ce personnage fascinant, ancré dans le milieu artistique parisien, qui semble destiné à une belle carrière en France. Et pourtant, il va tout plaquer. Il part pour ce qui ne devait être qu'un séjour d'1 an à New York, pour se spécialiser dans les maladies pulmonaires au Bellevue Hospital. Mais sur place, on lui fait une offre. Rejoindre un projet de recherche sur le long terme, avec un médecin nommé Dickinson Woodruff Richard. Et accepter, ça voulait dire renoncer à rentrer en France, renoncer à ce pari qu'il aimait tant. Et pourquoi il accepte ? Qu'est-ce que l'Amérique pouvait lui offrir de plus ? La biographie est très claire là-dessus.
Il est séduit par ce qu'il perçoit comme le libre-échange d'idées. Il a l'impression qu'aux États-Unis, c'est le mérite qui prime. Il oppose ça à ce qu'il appelle le népotisme du système médical français de l'époque, où les carrières dépendaient plus du réseau que des compétences. C'est un choix en faveur de la méritocratie. Mais c'est un exil choisi qui reste douloureux. Il y a ce détail dans la biographie que je trouve magnifique. Dans son bureau à New York, il a toujours gardé au mur une immense carte artistique de Paris. Sans dit long, il a choisi le dynamisme américain, mais une partie de son cœur n'a jamais vraiment quitté Paris. On lui prête d'ailleurs cette phrase « Je n'aime pas les départs, sauf pour Paris ». C'est toute la complexité du personnage. Il arrive donc à New York et commence cette collaboration légendaire avec Dickinson Richards. Et leur objectif, leur Graal, est simple à formuler, mais terriblement compliqué à atteindre. Ils veulent mesurer le débit cardiaque, c'est-à-dire calculer précisément combien de litres de sang le cœur pompe chaque minute. C'est la donnée de base, le paramètre essentiel pour comprendre comment fonctionne tout le système cardio-pulmonaire. D'accord, et à l'époque, comment on faisait? On devait bien avoir une petite idée, non? On avait une méthode dite méthode de Fick, indirecte, mais elle était très peu fiable. Pour faire simple, il fallait connaître la concentration en CO2 dans le sang qui arrive au poumon et dans celui qui en repart. Le sang qui repart, le sang artériel, c'est facile. Oui, une petite piqûre suffit. Mais le sang qui arrive, celui qu'on appelle le sang veineux mêlé, ça, c'est une autre histoire. Attendez, ce sang veineux mêlé, c'est quoi exactement? C'est le grand mélange du sang qui revient de tous les organes, du cerveau, des muscles, du foie. C'est l'échantillon global qui peut vraiment vous dire comment le corps travaille dans son ensemble. Et jusqu'à eux, on se contentait de le deviner? On le devinait en analysant l'air que les patients expiraient. C'était incroyablement imprécis. Donc pendant des années, toute la cardiologie reposait sur une sorte de supposition éclairée. Et Cornan et Richard, ils ne se sont pas précipités. Non, au contraire. Pendant des années, ils ont tourné autour du problème. Ils ont d'abord travaillé à améliorer les tests de fonction pulmonaire, à comprendre comment les gaz se diffusaient. Ils ont bâti leur savoir brique par brique. Et j'imagine qu'au bout d'un moment, ils ont dû se rendre à l'évidence. Voilà, en 1936, après des années de travail, ils arrivent à une conclusion aussi simple que terrifiante. Le seul et unique moyen d'obtenir un échantillon fiable de ce fameux sang veineux mêlé, c'est d'aller le chercher là où il se trouve, dans l'oreillette droite du cœur. Et là, on bascule. L'idée même d'aller visiter un corps vivant avec un instrument, ça devait sembler être de la pure science-fiction. Voire de la barbarie. Ce n'était pas une idée complètement nouvelle, cela dit. Le grand physiologiste Claude Bernard l'avait déjà fait, mais sur des animaux, au XIXe siècle. Anesthésié localement le bras, il a inséré un cathéter urinaire dans une de ses aines, il l'a poussé sur 65 cm jusqu'à son propre cœur. Puis il est calmement monté au service de radiologie pour prendre une radio comme preuve. Mais son geste a été perçu comment? Comme une folie. Son chef l'a envoyé en lui disant « Avec ce genre de tour, on commence sa carrière dans un cirque, pas dans une clinique allemande respectable. » La procédure a été bannie, jugée beaucoup trop risquée. Alors attendez, si Forssmann l'a fait dès 1929, on a l'impression que Cournant et Richards arrivent bien après la bataille. Pourquoi sont-ce eux que l'on retient? C'est toute la question. Et c'est là qu'on touche à leur véritable génie. Forssmann a réalisé un exploit solitaire, un coup d'éclat. Cournand et Richards, eux, ont transformé cet exploit en une science. Ils ont rendu l'idée sûre, reproductible et surtout utile. C'est là que l'alpiniste prudent en Cournand refait surface. Il ne s'est pas lancé tête baissée. C'est-à-dire? Avant même de toucher un seul patient, il retourne à Paris. Il va étudier plus de 100 cas d'un médecin, le docteur Ameuilly, qui utilisait déjà des cathéters mais pour injecter un produit de contraste près du cœur, pas dedans. Il analyse tout, les risques, les complications. Il revient à New York avec la conviction que c'est faisable, mais qu'il faut une méthode irréprochable. Et même là, il ne commence pas sur l'homme. Ah non? Non. La biographie précise que pendant 4 ans, de 1936 à 1940, lui et son équipe vont perfectionner la technique sur des animaux, des chiens et même un chimpanzé. 4 ans. 4 ans. Il ne laisse rien au hasard. Son but n'était pas de réussir une fois, c'était de créer une méthode infaillible. Pour lui, la science, ce n'était pas un acte de bravoure, c'était l'élimination systématique du risque. C'est l'anti-Forssmann en quelque sorte. L'un est un explorateur solitaire. Et l'autre est le chef d'une expédition méticuleusement préparée, c'est l'image parfaite. Et le 25 octobre 1940, c'est le grand jour. Ils réalisent leur première cathétérisation sur un patient. En 1941,
Ils publient leur article qui va tout changer. Et ce qui est très élégant, c'est qu'ils commencent leur article en écrivant « Forssmann a été le premier à utiliser le cathétérisme du cœur droit sur lui-même. Ils rendent à César ce qui est à César. » Toujours. L'innovation, ce n'était pas le tube, c'était tout le protocole rigoureux qu'ils ont bâti autour. Et j'imagine que les résultats ont été immédiats. D'un coup, ils avaient accès à la boîte noire du corps humain. L'impact a été foudroyant. On est en pleine Seconde Guerre mondiale et la méthode est tout de suite utilisée pour étudier l'état de choc chez les soldats blessés. Comment ça ? En mesurant le débit cardiaque, on pouvait enfin comprendre ce qui se passait et guider les transfusions de manière bien plus efficace. Ça a sauvé des vies sur le champ. Et après la guerre, les applications ont dû exploser. C'est un véritable âge d'or. Les découvertes s'enchaînent. Ils sont les premiers à pouvoir mesurer la relation entre la ventilation, le flux d'air, et la perfusion, le flux sanguin. C'est la base de toute la pneumologie moderne. Ils révolutionnent la compréhension de plein de maladies. Hypertension pulmonaire, insuffisance cardiaque. Et surtout, la technique devient l'outil indispensable pour diagnostiquer les malformations cardiaques chez les enfants, ce qui va ouvrir la voie à la chirurgie cardiaque. Avec des résultats pareils, la reconnaissance a dû être immédiate. Eh bien, pas si vite. La biographie note qu'il n'est nommé professeur titulaire à l'Université Columbia qu'en 1951. Il a 56 ans. Ce n'est pas ce qu'on appellerait une carrière fulgurante. Non, peut-être que son côté non conformiste, son indépendance d'esprit, ne plaisait pas à tout le monde dans l'establishment académique. Mais la reconnaissance mondiale, elle, a bien fini par arriver. Oui, et de la plus belle des manières. D'abord, le prestigieux Lasker Award en 1950. Et puis, en 1956, la consécration, le prix Nobel de physiologie ou médecine. Il le partage évidemment avec son complice de toujours, Dickinson Richards. Nier solitaire Werner Forssmann, le sortant ainsi de l'oubli. Et le prix récompense officiellement le cathétérisme cardiaque. Mais il salue surtout la révolution physiologique qu'ils ont déclenchée grâce à cet outil. On pourrait se dire qu'après le Nobel, à plus de 60 ans, il aurait pu prendre une retraite bien méritée. Mais ce n'est pas du tout le style du personnage. Non, au contraire. Après sa retraite officielle en 1964, il entame ce qu'il a joliment appelé sa floraison tardive. Il se plonge dans des sujets beaucoup plus vastes, comme la prospective, une philosophie qui s'intéresse à la manière de planifier l'avenir de façon créative. Il passe de la physiologie du cœur à la philosophie de l'avenir. C'est un sacré grand écart. Mais pour lui, c'est logique. Il a passé sa vie à explorer l'inconnu dans le corps humain. Il veut maintenant aider l'humanité à explorer son propre avenir. Et c'est là qu'il va formaliser son code du scientifique. Un code éthique pour les chercheurs ? Exactement, il le décline en 7 principes. L'objectivité, la tolérance, la reconnaissance de l'erreur. La reconnaissance des priorités, c'est-à-dire citer ses prédécesseurs, comme pour Forssmann. Oui. Le doute de la certitude, pour ne jamais tomber dans le dogme. L'engagement désintéressé. Et enfin, le sentiment d'appartenir à une communauté scientifique mondiale. C'est une vision très noble de la science. Et sur le plan personnel, cette vie a aussi été marquée par des drames. Oui, la biographie n'élude pas les épreuves. Il y a la perte terrible de son fils unique, tué au combat pendant la guerre, le décès de sa première femme, Sibylle, en 1959. Mais il a aussi retrouvé le bonheur. Oui, avec 2 autres mariages. Il est resté, jusqu'à sa mort en 1988, à 92 ans, un esprit vif, curieux, engagé. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce parcours hors norme ? Pour moi, ce qui est frappant, c'est qu'André Cournant n'était pas juste un grand scientifique. Non, il était l'incarnation d'une alliance très rare entre l'imagination de l'artiste, la rigueur du chercheur et l'audace de l'explorateur. Celle de l'alpiniste qui prépare sa course au millimètre près. Je suis d'accord. Il a pris une idée qui était considérée comme une folie, une performance de cirque, et par la seule force de la méthode, il l'a transformée en un outil qui a sauvé des millions de vies. C'est le triomphe de l'audace raisonnée sur le simple coup d'éclat. Et son héritage va au-delà de la médecine. Toute cette dernière partie de sa vie, passée à réfléchir à ce code éthique, nous laisse avec une question très actuelle. Ces principes, le doute, la reconnaissance de l'erreur, la tolérance, sont intemporels. Mais le monde a changé. Et cela nous amène à une réflexion finale. Aujourd'hui, face aux avancées vertigineuses de l'intelligence artificielle, du génie génétique, des domaines qui posent des questions éthiques radicalement nouvelles, on peut se demander, si André Cournant était encore parmi nous, quels nouveaux principes ajouterait-il à son code éthique du scientifique pour le XXIe siècle ?